Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on the 8 p.m. Balinga newscast on Spectrum Television. We'll begin with our headlines. Cameroon has finished top of Group A with 7 points in the ongoing African Cup of Nations in Cameroon, playing this Monday at the Olembe Stadium. Cameroon pulled a 1-1 draw with Cape Verde to move to 7 points. The Indomitable Lions of Cameroon opened a score in the first half of the match through marksman Vincent Abaka. The Blue Sharks of Cape Verde equalized in the second half through Gary Rodrigue, moving them to 4 points. In other Group A match at the Kwengong Stadium in Bafoussam, that was simultaneously, Ethiopia came from behind to equalize score at 1. All against Burkina Faso. The Stallions of Burkina Faso equally moved to 4 points. Cameroon and Burkina Faso have sailed through the next round, while the fate of Cape Verde will be decided at the end of the last group matches on Thursday if the team will move to the knockout stage. And also, the governor of the Littoral region, Samuel Dieudonné Ivaha Dubois, has today inaugurated the Lions Village called Njoka, where football lovers can turn out to support their teams. The ceremony, which took place today, January 17, saw the presence of the Douala City Mayor, the president of Fecafoot, for the inauguration of the fan zone. We shall be having the reaction of the Littoral governor in this newscast. Thanks for joining us. You're welcome back to the 8 p.m. Balinga newscast on Spectrum Television. We'll begin in the French language with you, Oriane Donken. Bonsoir. Bonsoir Catherine Koné. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Comme annoncé en titre, Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, le Cameroun tenu en échec par le Cap-Vert, le groupe A livré ce jour ses troisièmes matchs de poule. Le Cameroun, certes qualifié pour le deuxième tour, s'est contenté d'un match nul devant la formation capverdienne. C'est à la 38e minute sur un coup franc de Moumine Damale que Vincent Aboubakar, le capitaine des Lions indomptables du Cameroun, va ouvrir le score. Nous espérons avoir donc les images de cette rencontre. Après la reprise, les requins bleus vont égaliser à la 52e minute. Le score restera ainsi jusqu'au terme du temps réglementaire. Cap-Vert 1, Cameroun 1. À Bafoussam, le Burkina et l'Éthiopie se sont également séparés. La fouille des supporters avant l'accès. Sur un score de parité, 1 but partout. Au terme de cette troisième journée dans le groupe A, le Cameroun est en tête avec 7 points, suivi du Burkina Faso 4 points, Cap-Vert 4 points également. Dernier, Éthiopie avec 1 point. Demain, 18 janvier, les groupes B et C rentrent en lice avec, dans le groupe B, Mali, Sénégal, Zimbabwe, Guinée. Dans le groupe B, Gabon, Maroc et Ghana, Comores pour le groupe C. La ville de Douala a sa tanière des lions indomptables baptisée Njoka. Il s'agit d'un espace où tous les supporters peuvent se retrouver, soutenir leur équipe et particulièrement celle du Cameroun. Nous parlerons donc de ce Njoka juste après l'ambiance, après le match Mali-Guinée équatoriale, une rencontre qui s'est jouée donc hier. Les supporters du Mali et de la Guinée équatoriale croient que leurs équipes peuvent remporter la CAN 2021. Ils nous ont dit cela hier après les rencontres à Limbé et à Japoma, ici à Douala. Match nul pour le Mali contre la Gambie et victoire de la Guinée équatoriale sur l'Algérie, le tenant du titre. Inès Pango. La fouille des supporters avant l'accès au Omnisport Stadium de Limbé révèle des surprises. C'est un package composé de couteaux, seringues et autres objets tranchants que récupèrent les éléments de force de l'ordre en poste dans cette aire de jeu. Une fois au stade, place au match. Ce 16 janvier 2022, le Mali affronte la Gambie. Au terme de 90 minutes, c'est sur le score d'un but partout que les deux équipes se séparent. Les supporters maliens gardent la foi. On n'attendait pas comme ça, mais comme c'est arrivé, on va prendre comme ça. On attend le troisième match à Japoma pour faire les qualifications
pour chercher d'être le premier dans la poule. Oui, c'est comme ça le foot. Le match se joue au train. Vraiment, l'entraîneur gamien, il a mis le bloc derrière, il a joué défensif. Vraiment, les joueurs maliens n'arrivent pas à développer leur talent devant le gardien. Donc, on savait que Mali n'est pas marqué le but pour le terrain. Vraiment, après le match, je joue vraiment dessus un peu parce que je voulais la victoire pour prendre ma qualification directement aujourd'hui. Attendre le troisième match que je joue déjà qualifié. Beaucoup joué et le match a été vraiment très sérieux, on ne s'attendait pas à ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que nous avons espoir d'aller jusqu'à la finale. Et notre espoir, c'est que nous allons aller jusqu'à la finale. Autre lieu, même dispositif sécuritaire, l'hôtel qui accueille l'équipe de la Guinée équatoriale. Après la victoire du Zalan national contre les Fennecs d'Algérie, c'est une foule en liesse qui vient accueillir l'équipe équato-guinéenne à son arrivée dans cette structure hôtelière située dans la ville de Douala. Supporters fervents ou passionnés de football manifestent leur joie. L'équipe équato-guinéenne a réussi à faire plier le champion de la précédente Coupe d'Afrique des Nations. Parce que la Guinée équatoriale, c'est mon deuxième pays. Oui. Et vive l'effort qu'ils ont fourni aujourd'hui, parce qu'ils méritent leur victoire. Oui. Au bout en bout, nous sommes au stade, on a vécu quelque chose de très fort. Et vraiment, vive la Guinée, vive la CAN. On a fait un bon parti le premier match. On a volé un premier match, mais moi, quand je partais à l'estade, j'étais sûr qu'on va gagner la partie. La Guinée équatoriale peut se qualifier. Bien sûr, ils ont tous les atouts. On les a vus aujourd'hui, une équipe combative, une équipe vraiment qui a joué solidaire. Et je pense que contre la Sierra Leone, ils vont développer un jeu. S'ils sont arrivés aujourd'hui à bout de l'Algérie, ils pourront rééditer cet espoir-là face à la Sierra Leone pour être en demi-finale. La compétition se poursuit et les supporters maliens ou équato-guinéens disent être convaincus que leurs différentes équipes iront jusqu'à la finale de cette CAN 2021. La ville de Douala a sa tanière, la tanière des Lions indomptables baptisée Ndjoka. Il s'agit d'un espace où tous les supporters peuvent se retrouver pour soutenir leur équipe et particulièrement celle du Cameroun. Le gouverneur de la région du littoral, le maire de la ville de Douala et le président de la Fédération camerounaise de football ont procédé ce 16 janvier 2022 à l'inauguration de ce fan zone. Je vous propose d'écouter Roger Bassandine, le maire de la ville, et Samuel Etofis, le président de la FECAFOOT. Ils sont au micro de ST. Je dis simplement compétition. C'est le village où nous célébrons à la fois la compétition et la CAN, et où nous célébrons plus que tout nos valeureux Lions indomptables pour les porter à la victoire finale. Ce village est le résultat d'un partenariat. Un partenariat et le mélange de deux concepts. D'abord, la ville de Douala a souhaité offrir à tous les habitants un cadre où ils pourront se retrouver et regarder les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est donc un lieu de célébration de la CAN et de communion entre le public et les équipes qui sont sur le terrain. La FECAFOOT, dont j'ai la chance de présider, au désigné depuis le 11 décembre 2021, à penser à vous offrir des espaces que nous avons baptisés la tanière des Lions. Ce sont des plateformes de soutien psychologique, culturel et même spirituel pour nos Lions. D'ici, nous pouvons leur envoyer notre énergie positive pour les amener à la victoire. C'est ainsi
que je conçois le rôle de la fédération. C'est notre devoir de faire communier les 20 millions indomptables avec les 27 millions de supporters que nous sommes. To effect as government schools here in the economic capital has today, 17 January, closed at 1 p.m. in accordance with a note made public by the Prime Minister and Head of Government Chief Dr. Joseph Diangote. Details with Josephine Binzi. At the government's English practicing nursery and primary school in the Douala municipality, the order went to effect as classes began at exactly 7:30 and closed at 1 p.m. as stipulated in a note made public by the Prime Minister, Head of Government's Chief Dr. Joseph Diangote. That is the Prime Minister, under the permission of the Head of State, have given us an order that we are supposed to close at 1 o'clock. That is 1 p.m. So for us to do this, you know that especially for classes, we have so much work for us to cover. So for us to do this, when we come in the morning, we should make sure that we come very early, as we have stated. By 7:30, we are in class. Madam Gladys Aone, this is the next day's itinerary to her pupils. Doing what we are supposed to do. When we do our work, before it is 12 o'clock, we make sure that we give a little break. That we can use in 30 or 15 minutes. You go eat and come back immediately after the break, and then we continue for the day. By 1 o'clock before we close, we make sure that we give people homework. Now the day is over as parents came to school to pick up children as stipulated by government as the entire nation dances to the tambourine of the AFCON tournament. Le conseil du bureau de la CEMAC s'est tenu ce jour à Yaoundé. Objectif des travaux, faire le point de la mise en œuvre des résolutions et du plan d'action du nouveau bureau. Sur les enjeux de ces travaux, je vous propose d'écouter Anthony Mendoa, représentante du ministre des Finances. Elle s'exprime au micro de Olivier Bouzy. Au terme de cette ouverture que j'ai présidée au nom de Monsieur le ministre des Finances, Monsieur Louis-Paul Moutazé, on peut retenir que la carte rose est un système mis en place par les 6 chefs d'État de la CEMAC et permet le règlement des sinistres transfrontaliers. À ce jour, depuis sa création, plus de 2 milliards de sinistres ont été réglés. Rien qu'au cours du premier semestre 2021, on a pu régler entre 300 à 600 millions de sinistres. Donc vraiment, c'est un exemple d'intégration sous-régionale à encourager et à performer de plus en plus. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Le président sortant a parlé, par exemple, du séminaire international qu'il voudrait organiser parce qu'on se rend compte que la réglementation au niveau concernant le règlement des sinistres transfrontaliers reste méconnu, notamment de nos forces de maintien de l'ordre, des autorités judiciaires. Donc il faudrait qu'on puisse les imprégner dans ce domaine-là afin qu'il a parlé par exemple des rétentions des voitures en cas d'accident, afin qu'ils sachent la conduite à tenir en cas de réalisation d'un sinistre aux frontières de nos États. Oh, énormément de bénéfices en ce qui concerne le Cameroun. Le Cameroun, vous savez, il est frontalier à tous ces pays-là. Il y a les flux de population, des personnes et des biens, dont le plus grand des sinistres relève plutôt de notre République du Cameroun. Ça a permis d'indemniser nos sinistres au Cameroun. Donc vraiment, le Cameroun en tire le plus de bénéfices. Et vous savez qu'on vient d'ouvrir des routes, les routes qui relient le Cameroun à certains pays. Donc on en tire vraiment un très grand bénéfice. Nous poursuivons ce journal avec vous, Catherine. Definitely, Oriane, we take you to the nation's capital, Yaoundé, where the Minister of Economy, Planning and Regional Development, Alamine Ousmane May, has today chaired the first session of the National Steering Committee, a project for the recovery and development of Lake Chad, giving a strategic orientation for effective and efficient implementation was one of the objectives of the project. Let's get more in the following interview of the Minister. Since 2021, Cameroon received
financing from the World Bank up to $60 million US dollar, equivalent of 35.9 billion CFA, to execute a project which is aiming at relaunching the economy and developing the economy in this particular division of our Far North region and our country. We want to believe that in line with the high instruction of the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, issues around climate change, Boko Haram activities, resilience, development, social cohesion, management of natural resources, these issues are covered by this important project, particularly in this period where we see conflict in the management of natural resources in this part of our country. This is going to happen through the rehabilitation of road infrastructure. It's going to happen through the construction of infrastructure around a fishery to help those who are dealing in this sector of activity to get the best out of their activities. We also want to believe that supporting research in this area through convention with universities, research stations, will help address the concerns around how to better manage natural resources in this division, in the Far North, and how to manage natural resources globally in the context where climate change is a huge challenge for countries. And now going by the operation that took place on the 10th of January 2022, aimed at finding the sum of 150 billion francs CFA on treasury securities, Cameroon has only been able to obtain 68 billion francs CFA. This new procedure was adopted in the November 2021 by the Central Bank. Details with Josephine Binzi. According to the weekly dashboard of operations of the CEMAC Treasury Securities Market published by the Bank of Central African States for the week of January, Cameroon has carried out 2 operations on the said market. The first operation, which took place on the 10th of January, was based on a domestic syndication of a sum of 150 billion CFA francs in the form of assimilable treasury bonds. The second took place on Friday, 14th January, with the aim to repay a debt contracted on the same market for an envelope of about 14 billion. To return to the first exit on the public securities market, it should be noted that this is the very first time Cameroon has carried out an issuance by domestic syndication. For those who are not keen on operations for treasury markets, it is an operation which consists issuing treasury securities through a group made up exclusively of specialists in treasury called syndicates, for the occasion headed by its leader. The SVTs are all part of Cameroonian state network. For the first attempt, Cameroon requested a sum of 150 billion francs for a period of 26 weeks for an interest rate of 2.75%. It was led by the SGC, BSEG, and the Standard Chartered Bank. This new issuance system in the sub-region has several advantages in its implementation in particular. Another advantage of domestic syndication is that it allows you to solicit fairly for large sums. It may also offer the possibility of having a single interest rate for the budget of Cameroon. We now take you to Kumba, chief town of the Memets Division in the southwest region of the country, where His Royal Majesty Fon Mukete for Ekoko organized a garden party over the weekend with all orphans in all the orphanages in that part of the country. The paramount ruler equally invited some personalities like the Kumba City Mayor, Bafo elites, traditional councillors, amongst others. Let's get more of the dinner party with the orphans in the following interview of His Royal Majesty. I felt that we should start the new year with the orphanages, all the orphanages in Kumba, so we could have a garden party, dine with all the orphans,
to make them know that they are not forgotten. And that Kumba is not going to forget the orphanages and the orphans. In the heat of all the things that have happened, there's a bit of, you could say, distraction in a sense. I mean, there are internally displaced persons, there are all sorts of issues to deal with that sometimes even the institutions who have to give get tired. It's a kind of donor fatigue, in a sense, too many moving parts. But we felt there is one thing that remains standard. The orphanages, the orphans. God has a specific art on the orphans, and I think a community that ignores the orphanages is a community that has misplaced its values. So we thought it was a good time, and as you've heard from the various mayors, the city mayor, you could tell that they themselves, even from the city council and so on, they felt that it was a good reminder that attention should be given. We should not forget these young ones who don't have their natural parents with them. For us, at the level of the palace, it is not just a one-shot. We've been doing it quietly for a while, but we felt we should scale it up and make it public and try to touch the hearts of the nobles of the city and the elite of the city to have that reawakening as to the plight of the orphans. And I think this occasion has kind of done it. We had 10 orphanages here, all based in Kumba, locally based. You can see how organized they are. And we would like to also say for those who are out of Kumba to say, if you feel led, if you feel touched, you want to give to an orphanage, you should know that the orphanages in Kumba are organized and your money will not be wasted. It will go truly down to the children who need support. So this is an opportunity really to bring this plight to the public, and I think the palace wanted to play a key role, and I think we have been able to drive that process, and it's something that we will continue doing. It's not one-off. The support to the orphanages would be... Annoncé pour mort il y a peu, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle est de retour au Cameroun. Issa Tiroma Bakari a été accueilli par de nombreux Camerounais qui sont mobilisés à l'aéroport international de Yaoundé. Parmi ces Camerounais, Olivier Boussy. Au milieu d'une foule surexcitée à l'aéroport international d'Insimalène, Issa Tiroma Bakari célèbre son triomphe contre la maladie. Annoncé pour mort à travers les réseaux sociaux il y a quelques jours, l'ex-ministre de la Communication était interné dans un hôpital parisien où il suivait des soins intensifs. C'est de son lit d'hôpital qu'il a appris avec stupéfaction qu'il est passé de vie à trépas. Pourquoi ils l'ont fait? Qui est derrière? Ce que je peux dire, c'est que cette rumeur a causé un désarroi, une consternation qui aurait pu créer des dégâts au sein des familles, en particulier de la mienne. Nous avons failli connaître des dégâts collatéraux à la suite de cette accusation. Je découvre simplement une chose, c'est que quand on est homme politique, même malade, on est indépotoir, à telle enseigne que des propos attentatoires, même à votre existence, ne vous épargnent pas. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que ceux-là qui avaient dit que je suis passé de vie à trépas avaient certainement derrière la tête quelque chose. La gloire de Dieu m'a protégé, la prière des uns et des autres m'ont protégé. Je suis rentré sain et sauf. S'il reste un brin d'honneur et de dignité pour avoir offensé beaucoup, nous attendons au moins qu'il fasse preuve d'humilité et présenter des excuses à ces populations qui ont été secouées par leur déclaration. Principaux artisans de sa guérison, Issa Tiroma Bakari a rendu hommage au corps médical de l'hôpital central de Yaoundé, ainsi qu'au chef de l'État qui a autorisé et facilité son évacuation sanitaire.
À 73 ans, le président du FSNC dit être en pleine forme pour poursuivre ses multiples combats, notamment en tant que membre du gouvernement, pour accompagner le président de la République dans les vastes chantiers du renouveau. Il envisage très vite regagner son cabinet au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et suivre chaque minute du parcours des Lions indomptables durant la CAN 2021 avec la grande famille camerounaise. Let's now take on to our international page with the VOA. Universities across South Africa are gearing up for a new school year as the country emerges from its fourth wave of the coronavirus pandemic. And COVID vaccines will be a prerequisite for many returning to campus. The South African Union of Students has warned protests of vaccine mandates are looming. At the University of Johannesburg, students say they're angry that they weren't consulted and claim the policies infringe on their constitutional rights to bodily integrity. Students must go to vaccinate under their free will. There's no one who is in a bio bubble. So whether you are vaccinated or not, the moment you leave campus to do your grocery shopping or go anywhere else, you come across people who are vaccinated and who are not vaccinated. Less than half of South African adults have been inoculated, and there's no national vaccine mandate in place. The reasons behind vaccine hesitancy are complex. Students say their decisions are made on personal preference, cultural and religious beliefs, despite there being no evidence such methods protect against COVID-19. From the first wave, I've stuck to African home remedies. I haven't been hospitalized, I've never tested positive. And I think because that worked for me thus far, I will continue with that remedy. People who have vaccinated are said to have been protected from the virus, and they should find ease in that. They shouldn't be bothered by the fact that someone else is choosing to not vaccinate and exercise that right. Vaccines do protect people, especially against severe disease. But one of the country's top doctors says unvaccinated people pose other risks beyond catching or spreading COVID-19. They are much more likely to end up in hospital, in ICU, and to die of COVID-19. And ending up in hospital is not just a burden that individual assumes. It's a burden that is shared across society, both in terms of the funding of the healthcare system, as well as other impacts that materialize in that hospital when there's needing to start to cut back on, as an example, elective surgery because healthcare facilities are coming under pressure. Which is why he's calling for tougher measures on those resisting the shots. All choices come with consequences. And that's the whole point, is that a mandatory vaccination doesn't mean that we're going to tie you down or put you in prison if you choose not to be vaccinated. It should come with consequences, just like there are consequences to every other choice that one makes in life. For unvaccinated students, it's losing access to campus. The University of Johannesburg said in a statement that exemptions will be considered on health or religious grounds. Exempt students will have to provide a negative COVID test each week. If they aren't granted an exemption, students fear what being barred from campus will mean about their future. If I'm refusing to vaccinate because it goes against my will and whatever it is that I believe, and the institution wants to protect me, then we must find means to find common ground. If it means I have to go for testing every week, if it means I have to screen every 2 hours, then so be it. But means must be made. They can't take away my right to an education because I don't want to vaccinate. The University of Johannesburg says students can always regain access to campus once they get their shot. Linda Giftash for VOA News, Johannesburg. And that brings us to the end of the 8 p.m. Balunga newscast on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, thanks for watching the news and see you tomorrow. Good night, Suri and Duncan. Bonsoir, Catherine Koné. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Très bonne suite des programmes sur Spectrum Television.